Chers camarades, au moment où l'ensemble de nos médias, sous les directives de l'Union européenne, à longueur d'onde ou de colonne, banalisent quotidiennement le nazisme et le fascisme, criminalisant sans cesse le communisme, il est indispensable que, sur ce sujet, nos écrits soient d'une clarté absolue, reflétant avec rigueur la vérité historique, sans aucune concession ni complaisance. Pas d'oubli volontaire, pas de phrases sibyllines, qui contribuent à permettre aux falsificateurs patentés de l'histoire contemporaine leur campagne de dénigrement et de criminalisation envers l'Union soviétique et les communistes, en conclusion envers toute la résistance, et plus particulièrement contre le programme du Conseil national de la résistance, que nos gouvernants s'attachent avec virulence à faire totalement disparaître. Afin de répondre à toutes ces calomnies, j'ai le plaisir de donner la parole à notre camarade Léon Landini, président de l'amicale des anciens francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés, FTP-MOI, des bataillons Carmagnole-Liberté de la région Rhône-Alpes, officier de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance, interné de la Résistance, grand mutilé de guerre à la suite des tortures endurées lors de son arrestation, décoré par le gouvernement de l'Union soviétique au titre de la Résistance, et enfin président du pôle de renaissance communiste en France du PRCF. À toi, cher camarade Léon. Il ne se passe pas un jour sans que nos médias et historiens patentés dénigrent d'une façon ou d'une autre l'URSS et même la résistance française. L'Union européenne a même osé, le 19 septembre 2019, voter une résolution mettant sur le même plan communisme et nazisme. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Non, les communistes n'ont pas attendu l'attaque de l'URSS en juin 1941 par les nazis pour entrer en résistance. Voici comme preuve quelques phrases difficilement contestables prélevées sur une lettre adressée au général de Gaulle le 10 mars 1956 par l'écrivain Jean Brûler, pseudonyme littéraire était Vercors, et qui lui n'était pas communiste. Pourquoi a-t-il fallu, c'est lui qui écrive, pourquoi a-t-il fallu que je retrouve sous votre plume les calomnies ordinaires que l'on porte contre les communistes? Car, mon général, je mentirais par émotion et ne témoignerai pas pour eux. La première lettre que j'ai reçue, en août 1940, qui m'appelait à la résistance, était signée du communiste Jean-Richard Bloch. La première réunion à laquelle j'ai assisté en octobre chez le poète Arcos s'était faite à l'initiative du même, accompagné du communiste Joliot-Curie, du communiste Voilon, du communiste Maublanc, du communiste Francis Jourdain. La première revue clandestine, fondée en décembre 1940, La Pensée libre, était une revue communiste. Le premier organe clandestin des intellectuels résistants, fondé en avril 1941 par le communiste Jacques Ducour, l'un des tout premiers résistants que j'ai eu à pratiquer, fut arrêté sous mes yeux, puis torturé à mort. C'était le communiste Olweg. Je ne parlais, ajoute Vercors, que du court passage, quelques lignes, où vous reprenez contre les communistes français l'accusation courante de s'être abstenu de la résistance jusqu'à l'entrée en guerre de l'URSS. Cependant, quel autre parti a édité clandestinement une revue résistante dès 1940? Les radicaux? Les socialistes? Les modérés? Quel réseau issu d'un parti a fonctionné avant les réseaux communistes? J'ajouterai pour ma part que les communistes furent aussi les premiers à entreprendre la lutte armée. Ainsi, dès août 1940, un groupe de communistes du Nord, composé entre autres des frères Martel, des frères Canfin, de Zébio Ferrari, de Debarge et d'autres, plante en haut d'un pylône à haute tension un immense drapeau rouge avec l'inscription
courage et confiance. Ils récupèrent du matériel de guerre de l'ennemi, font sauter un train allemand, dynamitent la génératrice de la station Benori-Kumichi en décembre 1940. Durant l'hiver, ils épaulent les grèves des mineurs en imprimant et distribuant des tracts. En mai 1941, à Lambersart, ils abattent avec un grand courage des soldats hitlériens. Malheureusement, pratiquement aucun de ces hommes courageux ne survivra à la guerre. En décembre 1940, dans le Var, mon frère Roger fit en plein triage de gare de Fréjus-Plage dérailler des wagons de marchandises en partant pour l'Allemagne. Je pourrais citer des dizaines d'autres exemples. Il n'était pas le fait d'individus isolés. Ces gens-là étaient des communistes accomplissant en temps de guerre les gestes que leur conscience de communiste leur commettait de faire. Des héros ordinaires qui ne réclamaient ni la gloire ni les larmes, comme le chantait Aragon. Ils étaient bien souvent guidés par des combattants aguerris, ceux de la guerre d'Espagne. En effet, c'est là qu'a commencé la Deuxième Guerre mondiale en 1936. Lorsqu'elle éclate, le Comintern crée des brigades internationales. Des milliers de brigadistes tombèrent dans cet engagement contre le fascisme. Certains d'entre eux, les premiers à prendre les armes en France en 1940, furent des anciens des brigades internationales comme Pierre Georges, le colonel Fabien, Joseph Epstein, le colonel Gilles, Marcel Langer, Marcel Lamant, Pierre Rebière et j'en passe. Tous payèrent de leur vie leur engagement dans la résistance armée. Ce n'est qu'en 1996 que la France, reconnaissant enfin le mérite de ces brigadistes, qui furent les premiers en Europe à défendre la liberté de la France en s'opposant les armes à la main au fascisme et au nazisme, décida de les honorer en leur attribuant officiellement la carte d'anciens combattants. Mais puisque la parole des communistes ne suffit pas aux attentismes, aux anticommunismes forcenés, je voudrais ajouter celle d'un historien, ancien résistant lui aussi, non communiste, Henri Noguer, qui a écrit dans son livre « La vie quotidienne des résistants de l'armistice à la libération », paru en 1984. Il écrit « Je pense que c'est faire un injuste procès à un grand nombre de résistants et faire insulte à de nombreux morts communistes que de propager cette idée reçue selon laquelle la résistance n'aurait commencé pour le Parti communiste qu'au lendemain de l'agression contre l'URSS. Tillon à Bordeaux, Ouzoulias à Paris, Le Cœur dans le Nord, et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, ont regroupé dès 1940 tant de militants communistes dans la résistance active, notamment en créant l'organisation spéciale l'OS, qu'il n'est pas convenable, ni même simplement décent de prétendre, comme l'ont fait tant de mémorialistes à mémoire courte et sélective, et tant d'historiens à vue basse, plus soucieux d'atteindre leur objectif que de preuves d'objectivité, que seuls des communistes agissant à titre individuel ont participé au combat de la résistance pendant la toute première année. Et il ajoute, il est toutefois une supériorité que nul ne peut contester aux communistes. C'est la part dominante, déterminante, prise par la résistance communiste dans le domaine de l'action directe. Ils ont été pendant très longtemps pratiquement les seuls à frapper l'occupant en multipliant les attentats individuels, les embuscades, les sabotages ferroviaires, les attaques de locaux,
l'ensemble de la résistance, en reconnaissant par la suite la nécessité de donner priorité à l'action immédiate, rendra hommage à la tactique de guérilla urbaine pratiquée à outrance, préconisée par les FTP. C'est en effet que le 15 mars 1944, que le Conseil national de la résistance a préconisé la lutte armée à outrance. Je conclurai en disant que si la France a pu obtenir une place aux côtés des Alliés le 8 mai 1945 à Berlin, lors de la capitulation sans condition des armées allemandes, c'est bien grâce à la résistance armée, et celle-ci était essentiellement menée par les communistes. Mes jeunes camarades, rappelez-vous que résister est un verbe qui se conjugue au présent, et démontrer une fois encore que le peuple français n'est pas et ne sera jamais un peuple d'esclaves. Vive la résistance communiste!